Bravo à vous. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas Stéphane, hein, mais en tout cas pour ma part, ça me fait très plaisir d'être là et pour partager ce moment et échanger sur les différentes problématiques. Ravi aussi que vous soyez là et merci d'être venu. Ok, donc déjà je vais commencer à me présenter. Je m'appelle Rémi Gozlan, je fais partie du pôle marketing du collectif e-commerce. Et Stéphane. Moi je m'occupe de la partie développement donc du collectif e-commerce. Vous pourrez me rencontrer si des fois on travaille ensemble, notamment en termes de gestion de projet. Voilà. Très bien, merci. Alors, le collectif, qu'est-ce que c'est ? C'est un rassemblement d'acteurs liés au domaine du e-commerce. Alors, on a quelques exigences pour les personnes qui sont membres du collectif. Donc on va essayer justement d'alterner sur cette phase de présentation pour vous montrer que vraiment on est un collectif. Donc une des volontés en fait, c'est qu'on a certaines valeurs au sein de ce collectif. C'est qu'on exige que ce soit des entreprises qui soient donc qui ont pignon sur rue, et on exige aussi que ce soit des entreprises expertes dans leur domaine. L'objectif de ce collectif, c'est de vous servir sur un plateau un ensemble d'entreprises qui ont un savoir-faire précis dans le e-commerce, de manière à ce que vous puissiez venir picorer, tout simplement, utiliser nos services, et en sachant qu'on est tous habitués à travailler ensemble. Je laisse Rémi continuer sur les objectifs. Ok, merci. Donc effectivement, et le but c'est d'offrir une vision 360 aux clients et d'accompagner sur un projet de A à Z. Alors, quelques chiffres par rapport au collectif. Alors au niveau des chiffres, donc ça c'est moi le développeur, on va dire, qui est malheureusement le choix des chiffres, donc comme toujours. Donc le collectif e-commerce, c'est une centaine de projets, donc à la fois pour des PME, TPE, grands comptes, et c'est aussi donc en moyenne des entreprises qui ont une dizaine d'années d'expérience. L'objectif c'est de monter un collectif qui soit sérieux, et d'ailleurs ce sérieux est récompensé puisqu'on a pu acquérir à peu près 400 000 € de projets réalisés durant l'année. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, pour cette conférence, on a décidé de parler avec vous d'une problématique qu'on rencontre avec l'ensemble de nos clients. Et c'est une demande, toujours, comment rendre son PrestaShop plus intelligent. Alors, PrestaShop, c'est un outil qui est magnifique. Ça permet de créer très rapidement son site e-commerce, donc vraiment de lancer son projet. Maintenant, cet outil a malheureusement des limites. Et on va voir comment il va falloir repousser ces limites, et le but c'est de ne pas avoir le même site que son voisin. Tu voulais rajouter quelque chose ? C'est le but de tout site e-commerce, c'est différent. Et le but va être de faire transparaître votre valeur ajoutée, et notamment créer de l'automatisation à la fois sur la partie front office, donc la partie visible par les visiteurs, et à la fois sur la partie back office, la partie qui est invisible, mais qui peut vous permettre de gagner du temps et de l'argent. Alors pour cette première partie, moi je vais vous parler de l'automation marketing. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si c'est une pratique que vous utilisez. Juste un petit sondage rapidement. Qui connaît l'automation marketing ? Ok. Bon, on va dire la moitié. Très bien, donc d'une manière simple, l'automation marketing, c'est envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Donc c'est très pratique. Le problème, c'est que le client peut très vite avoir le sentiment d'être face à la machine. Et donc le but, c'est d'aller plus loin, de personnaliser et d'apporter pour chacun de nos messages de l'émotion. Ça, c'est quelque chose de très important. Dans le marketing, il faut vraiment jouer avec l'émotion. Si vous allez au cinéma et que vous allez voir un film, si le film vous a procuré de l'émotion, de l'amour, de la haine, peu importe, et bien pour vous, ça sera un bon film. Alors, on va voir les 4 différentes étapes qui sont importantes pour mettre en place le marketing automation. Donc, la première étape, ça va être le ciblage. Donc, le ciblage, c'est quoi ? C'est tout simplement bien connaître vos clients, bien connaître vos prospects, donc savoir
leur tranche d'âge, est-ce que c'est plutôt des hommes ou plutôt des femmes, qu'est-ce qu'ils regardent, quelles sont leurs activités. Et en fait, grâce à ces informations, on va constituer le message et on va créer notre campagne. D'accord, donc ça c'est vraiment un élément qui est super important. Ensuite, une fois qu'on a récupéré toutes ces informations, on va essayer d'établir un objectif. Donc moi, là j'ai rassemblé engagement ou conversion, parce que l'objectif c'est pas forcément de la conversion, ça peut aussi se dire que on veut que l'internaute va partager un article ou réagir sur une publication, d'accord, ou tout simplement effectuer un achat. Ensuite, une fois qu'on a lancé tout ça, 50% du travail, ça va être l'analyse. Clairement, il faut étudier le comportement des individus. Qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils cliquent, et s'ils sont actifs ou pas. Ça, c'est vraiment un élément important pour qu'au final, on va pouvoir huiler le processus et toujours optimiser les conversions. Alors, on va voir la problématique e-commerce d'une manière plus générale et voir comment, avec le marketing automation, on va pouvoir répondre à cette problématique. Donc, d'une manière générale, le délai moyen entre une première visite et l'achat dans une boutique, c'est de 24 à 48 heures. Plus de 50% des achats faits sur une boutique, ça va pas être fait la première fois. Donc il y a un délai qui va se passer, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez finalement 24-48 heures pour convertir et montrer aux prospects que vous êtes les meilleurs et que vous avez le meilleur produit. Donc ça c'est un élément important, donc là il va falloir travailler assez rapidement. Donc pourquoi on a ce délai? C'est parce qu'on a 3 étapes avant d'arriver à l'acte d'achat. Mais la première étape c'est la recherche, où on va essayer d'avoir des informations. D'ailleurs, plus la requête est précise, plus on se rapproche de l'acte d'achat. Et ensuite, on a la partie évaluation. Donc là, on va éventuellement rester sur le site. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Et enfin, la partie décision. Donc c'est vraiment entre les 2 étapes, évaluation et décision, qu'il va falloir être impactant et donner une bonne image. Et véhiculer une bonne image et véhiculer le bon message. Alors, si on fait un tunnel de conversion, d'une manière générale, donc c'est par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Donc, une personne qui n'est jamais venue sur votre site, c'est un étranger. Donc, on a la première partie qui est étranger-visiteur. Ensuite, de visiteur, il passe en liste, une fois qu'il reste sur le site. Et après, les actions chaudes qui va être vraiment importante, c'est l'étape numéro 3 et numéro 4, c'est qu'on va convertir le lead en lead qualifié, il va créer son compte sur le site, et enfin, de lead qualifié, il va devenir client, il va passer commande. D'accord? Donc ça va être vraiment sur ce point-là où il va falloir travailler et mener ces actions. Alors, d'une manière générale, les outils de marketing automation vous permettent de segmenter vos leads. En fait, on va voir que on a 3 grosses étapes. La génération du trafic qu'on peut générer avec du SEO, SEA, SEM, avec les réseaux sociaux, le référencement naturel, l'AdWords par exemple. Okay, donc là, on peut mettre en place des outils de marketing automation pour cet objectif-là, génération de trafic. Après, on a un deuxième objectif, c'est la création de compte, avec du remarketing éventuellement. Et enfin, l'achat, avec l'action la plus connue, c'est la relance panier, qui est aussi la plus pertinente. Voilà, et en fait, pour chaque cas, on va créer des scénarios. Okay. Alors les scénarios, c'est une mise en scène. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà un exemple de scénario, de construction de scénario. Donc là, comme ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Donc voilà que dans la première partie, ici, on fait notre ciblage, on récolte un maximum d'informations, et ensuite, on va envoyer notre campagne. À partir de là, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des personnes qui vont
ouvrir la campagne, la mailing, et d'autres qui ne vont pas forcément l'ouvrir. Ceux qui vont l'ouvrir, il va y avoir des personnes qui vont arriver sur votre site et qui vont repartir. Et il y a des personnes qui vont arriver sur votre site, qui vont visiter plusieurs pages, 3-4 pages, voire même créer un compte. Donc déjà, là on voit qu'on a deux profils différents. On a quelqu'un qui est actif, qui est chaud, et qui apparemment, on peut répondre à son besoin, d'accord? Donc il va falloir ici en haut envoyer très rapidement un message plus agressif, avec une réduction ou pour l'inciter à acheter. Par contre, la personne qui est ouverte, qui est arrivée sur le site et qui est repartie, peut-être qu'elle n'est pas encore prête à faire son acte d'achat. Donc on ne peut pas avoir le même message pour deux profils différents. Donc on va peut-être attendre 3 jours, 2 jours, et on va lui renvoyer encore un message. Donc déjà là, on voit qu'on a deux actions différentes en fonction du comportement de l'internaute. Ensuite, si on va un petit peu plus bas, alors il peut y avoir plusieurs scénarios. La personne, elle ouvre l'email et elle ne va pas, il n'y a aucun clic. Donc là, on peut considérer que si la personne a fait l'effort d'ouvrir le mail mais n'a pas cliqué, peut-être que finalement le message ne l'intéresse pas et c'est peut-être pas la peine de lui renvoyer encore une campagne. Faire du marketing automation, c'est aussi ne pas envoyer des emails quand on n'a pas besoin. Par contre, si on voit que finalement la personne elle n'a pas ouvert, on peut essayer de dire sur cette tranche-là, on va envoyer 2 autres types de campagnes. Donc on va essayer de segmenter un petit peu plus les profils, et d'avoir peut-être un message encore plus précis dans le but de pouvoir continuer et après de revenir peut-être sur ce scénario. Donc voilà un petit peu comment il faut faire, et il faut vraiment se poser les bonnes questions. Alors on va regarder un petit peu quels sont les outils, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire ces fameux emails. On ne va pas forcément envoyer des emails tout le temps, mais il y a vraiment des éléments. Donc le premier outil, on a des emails liés aux dates. Donc ça va être la newsletter. Donc la newsletter, elle est là plutôt pour fidéliser le client et asseoir son image de marque. Ensuite, une fois que la personne est inscrite sur le site, il va falloir lui renvoyer des emails, mais il faut trouver des occasions. Donc la date d'anniversaire ou la date d'inscription, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, un exemple pour la date d'anniversaire. Sur PrestaShop, il y a un module, alors je ne sais plus si c'est natif ou il faut l'acheter, qui envoie un email pour la date d'anniversaire. Ok, éventuellement avec un coupon de réduction, c'est bien, mais c'est pas pertinent. Là où on va essayer d'aller plus loin, c'est qu'on va mettre du contenu intéressant au sein de cet email. On va prendre un exemple. On a une personne qui est née, on a l'année de naissance, et on peut mettre au sein de l'email, voilà les 4 événements qui se sont passés lors de cette date, de votre date de naissance. Donc ça, c'est un élément, c'est une information qui n'a pas de relation directe avec vos produits, mais ça va provoquer de l'émotion à l'internaute. Et là, du coup, le message il va peut-être passer différemment et va peut-être se rappeler de vous. Un autre exemple, on peut également flatter son ego, entre guillemets. On peut très bien dire, vous êtes né à la même date et on prend 3 ou 4 acteurs connus. Donc là aussi, c'est une information qui est intéressante. Ça fait appel à l'émotion et la personne, elle garde à l'esprit le message. Donc c'est ça, aller plus loin dans les messages qu'on envoie. Après, on peut profiter des événements sportifs, politiques, fêtes religieuses. Donc dernièrement, il y a eu un événement politique. Bon, on peut toujours envoyer un email, penser à aller voter. Bon, c'est juste de la relation client, tout simplement. Voilà, relance de client inactif, c'est tout simplement demander qu'est-ce qui se passe. Ça fait 1 an qu'on vous a plus vu. Pareil, c'est de la relation client. On n'est pas là forcément pour vendre, mais c'est vraiment pour garder le contact. Après, on a tout ce qui est jeux concours et offres spéciales, mais là, c'est plus pour de la segmentation. Ensuite, on a des emails qui sont liés aux actions. Donc, les emails que, pour moi, ne sont pas assez utilisés, ce sont les emails transactionnels. D'accord, les programmes de bienvenue. Ce sont des emails qui sont très pertinents, qui sont acceptés par les clients et qui ont un grand taux d'ouverture. Donc,
là, il faut profiter déjà, la première action à faire, c'est de retravailler tous vos emails transactionnels. Si vous avez un programme d'affiliation, de parrainage plutôt, c'est peut-être dans l'email de bienvenue qu'il va falloir parler de ce programme-là. D'accord ? On ne va pas envoyer un autre email juste pour ce programme. Donc il faut essayer vraiment d'utiliser déjà les outils qu'on a. Après, on a bien évidemment l'email du panier abandonné, qui est vraiment un email qui est super important. On fera un focus là-dessus tout à l'heure. Enquête de satisfaction, donc ça c'est intéressant parce que déjà on va pouvoir échanger avec le client, avoir un retour et on va pouvoir même récupérer ces éléments pour après les intégrer dans des emails de relance panier par exemple. Si on a un avis positif sur un produit, on va récupérer cet élément pour l'intégrer dans d'autres emails. Et on peut évidemment faire un tracking plutôt sur le comportement. Si la personne elle va télécharger un document, si elle va cliquer sur plusieurs liens, si elle va télécharger une notice par exemple, hop, ça peut être un indicateur. Si elle va regarder un article, aussi ça peut être un indicateur. Donc là c'est vraiment un tracking sur le comportement. Alors un petit focus sur la relance panier, qui est un élément qui est important. Donc voilà, par rapport à un email de base de relance panier, généralement on reçoit un email, vous avez rempli ce panier, vous avez ces produits, allez 5%, 10%, validez votre commande. Ok, il manque quelque chose, il manque vraiment l'humain là-dedans. Alors si au-dessus on met un bloc de texte, voilà comme celui-là, bonjour Ben, vous avez récemment visité la boutique en ligne X et nous vous en remercions. Donc déjà il faut toujours remercier, avoir de la gratitude. Et à cette occasion, nous avons enregistré une commande inachevée. Avez-vous rencontré une difficulté? Souhaitez-vous un conseil? Nous nous tenons à votre disposition. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter par retour, par mail. Et bien évidemment, dessous, on met les produits, on met le panier. Donc déjà, là, on a un message qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup moins agressif. Et déjà, ça montre que derrière, il y a vraiment un SAV. Il y a vraiment une personne qui est là à l'écoute. Et du coup, ça rassure. Et ça, déjà, rien que ça, ça met en confiance et on a un taux de conversion qui est beaucoup plus grand. Donc, comme je l'ai mis à gauche, il faut penser à intégrer du contenu pertinent, donc questions SAV, des avis clients, voilà, ou apporter des éléments en plus sur les articles qui sont mis dans le panier, avec un avis client éventuellement. Et il faut également personnaliser l'envoi de la relance panier. Donc, oui. Alors, ça dépend, mais on est entre 30 et 40% au niveau de la conversion. Donc, du coup, alors, l'une des... Qui ont ouvert l'email ? J'ai pas le chiffre exact, je sais pas. Voilà, j'ai plutôt vu la conversion. Mais non, on a généralement un bon taux d'ouverture parce que quand on envoie un email, c'est généralement pas plus d'une semaine. Donc le prospect, il sait de qui vient l'email. C'est ça le problème. Du coup, on a une certaine confiance de l'internaute. Donc, justement, par rapport à l'envoi, il ne faut pas l'envoyer tout le temps. Il faut déterminer des critères. Par exemple, le montant. Si on envoie la relance panier tout le temps, imaginez qu'une personne met un produit de 3 € juste pour voir si elle est frais de port, hop, elle reçoit un relance panier. Bon, c'est pas très pertinent, donc vous pouvez déterminer un montant minimum de 40, 50, 60 €, ça dépend de votre panier moyen. Voilà. Ensuite, on peut déterminer aussi, on va envoyer un email que s'il y a 2, 3 ou 4 produits qui sont dans le panier. D'accord ? Si une personne elle met juste un produit, bon, c'est pas très pertinent. Par contre, 4 ou 5 produits, déjà elle commence à faire ses courses. Ok, là, il y a vraiment un intérêt de faire une relance panier. Et également, on peut donner un critère de jour de semaine. On ne va pas envoyer tout le temps. Imaginez que la personne elle vient 3 fois sur le site, elle fait 3 paniers, juste comme ça, elle va recevoir 3 emails. Non, c'est pas bon. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être déterminer si on voit qu'on a des commandes qui sont plutôt le week-end, on peut dire bon, on va envoyer le vendredi les relances panier. D'accord ?
Donc comme ça, on n'a pas quelque chose de robotisé, on essaie vraiment d'apporter des éléments en plus et de rendre les choses plus intelligentes. Au niveau des bonnes pratiques, très rapidement, donc le design, l'ergonomie, moi j'avais vu chez un client qui, donc j'ai reçu, je me suis inscrit sur le site, on avait un email classique, brandé d'une certaine manière, et les emails de relance panier et d'automation brandés d'une autre manière. Donc ça c'est un problème. Ça effectivement, une personne, elle dit, ah, là on a deux emails qui sont différents, qui sont brandés différemment, alors ça fait moins naturel. Donc ça, il faut y penser. L'email doit être responsive design, on a beaucoup, voilà, ça je n'explique pas pourquoi, on a beaucoup de lectures sur les mobiles. Voilà, personnel les messages, etc. Ok, donc grosso modo, au niveau des outils, donc il y en a plusieurs, après ça dépend aussi de vos objectifs, mais on a deux types d'outils, on a les modules et on a les outils en SaaS. Alors, les outils en SaaS, c'est pas cher, c'est pratique, c'est généralement assez bien fait, on a un back-office qui est assez ergonomique. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas récupérer les infos liées à l'internaute, okay, au client. Du coup, c'est un petit peu les limites. Par contre, après, on a les modules. Donc là, les modules, c'est bien, mais il faut absolument les customiser, les personnaliser. Et grâce aux modules qu'on va pouvoir nous modifier, on va pouvoir récupérer des variables et vraiment personnaliser, comme on a dit plus haut, rajouter des éléments pertinents. Voilà, d'une manière générale, au niveau du délai, la mise en place du marketing automation, ça prend entre 1 et 3 mois. C'est assez long, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut étudier, analyser, modifier. Par contre, entre 7 et 12 mois, eh ben, c'est un retour sur investissement. Voilà un petit peu sur rapidement, alors je ne sais pas si au niveau timing comment j'étais. Parfait, donc c'est très bien. Et voilà, ben, je vais vous laisser avec Stéphane qui va plutôt vous parler d'une autre partie, l'automatisation ERP. Merci.